Nouvelle émission. Émission Boubès. La diaspora reprend la parole sur Sud FM. Tous les samedis de 19h à 20h, place à la diaspora. Abdoulaye Cissé déroule avec nos compatriotes de l'étranger qui s'illustrent chacun dans son domaine. Leaders d'opinion, Intellectuels, artistes, hommes politiques, mouvements associatifs basés à l'étranger, vous retrouverez votre place sur Sud FM. Place à la diaspora fait aujourd'hui dans la diversité en accueillant une femme leader en France, Maria Macham, médiatrice socio-culturelle et militante panafricaine reconnue. Maria Macham, qui se définit comme une citoyenne de l'Afrique de l'Ouest et sénégalaise d'origine malienne d'adoption et aujourd'hui française de cœur. Elle sortait d'une consultation en comité restreint auprès de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, pour la promotion de la loi de la vigilance économique, le combat pour l'émancipation des femmes de la diaspora, l'aide à la parentalité, le projet des États-Unis d'Afrique et surtout les Africains et l'élection présidentielle française. Tout y passe dans cette interview. Mariam Thiam se confie à notre correspondant Abdoulaye Cissé. C'est tous les samedis de 19h à 20h sur Sud FM. Place à la diaspora. Une émission présentée par Abdoulaye Cissé. Place à la diaspora, une nouvelle émission que vous propose Sud FM Sen Radio tous les samedis de 19h à 20h. Amis auditeurs, merci de nous recevoir chez vous. Comme chaque semaine, votre émission Parole à la diaspora vous revient. Parole à la diaspora qui reçoit aujourd'hui une militante africaine à Paris. Une militante qui a dédié son parcours, sa vie à la cause de ses sœurs, des femmes africaines de la diaspora. Une militante qui se définit comme citoyenne africaine de l'Ouest plus particulièrement. J'ai nommé bien sûr Mariam Thiam. Bonjour Mariam. Bonjour. Mariam, merci d'être notre invitée. Alors, au cours de cette émission, nous aborderons bien sûr votre parcours militant. Nous aborderons aussi le positionnement des Africains de France dans un contexte d'élection présidentielle dans ce grand pays de démocratie, la France. Jamais élection, paraît-il, n'a été aussi indécise. On verra bien entendu ce que les uns et les autres en pensent et surtout ce que peut être le positionnement des Africains dans cette élection. Beaucoup d'Africains ont le droit de vote puisque ce sont des binationaux qui sont même français à part entière et ne se considèrent pas comme, on le dit souvent en France, vous dites je suis français, on vous dit de quelle origine. Ils se considèrent entièrement français. On reviendra bien sûr sur ça, mais j'aimerais quand même consacrer quelques petites minutes à ce qu'on pouvait appeler un petit portrait sonore de la militante africaine des causes des femmes que vous êtes. Mariam, dans votre positionnement, vous êtes médiatrice socio-culturelle. En France, c'est un concept qui est certainement galvaudé, mais qui est très important dans la structure de la société française. Est-ce que vous pouvez juste remonter avec nous sur le début de votre parcours de militant et ce qui vous a incité surtout à vous investir, à vous engager pour vos sœurs, les Africains en général? Alors, je vous remercie pour votre invitation. Parler de mon engagement citoyen vient d'une expérience que j'ai acquise en tant que jeune fille du lycée John Fitzgerald Kennedy dans les années 88 lors de l'alternance, les mouvements pour l'alternance démocratique au Sénégal. Bien entendu, qui a continué sur le Mali dans les années 91, comme vous le dites. Je suis une Française d'origine ouest-africaine, donc les origines se partageant sur les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et arrivée au Mali en 91, j'ai participé activement au mouvement, à l'avènement de la démocratie, les mouvements de la société civile, des étudiants, des élèves qui ont amené la société malienne à se révolter contre un régime dictatorial qui gouvernait le pays depuis 23 ans.
Moussa Traoré, le régime de Moussa Traoré. Et la même année, 91, quand nous avons terminé ces actions, je suis arrivée en France pour rejoindre mon conjoint, mon époux. Et donc j'ai continué bien évidemment cet engagement citoyen dans les associations et voilà, qui m'a amené aujourd'hui à avoir une expérience dans le secteur déjà privé, parce que j'ai travaillé dans le privé, dans l'industrie du tourisme, dans l'événementiel. J'ai été médiatrice culturelle pendant 10 ans pour conseiller, accompagner et résoudre les problèmes auprès d'institutions publiques et privées, des populations de la Courneuve où cohabitent 110 nationalités différentes. Donc ce qui correspond à l'expérience familiale que j'ai eue dans l'Afrique de l'Ouest avant de me retrouver en France. Donc arrivée, j'ai toujours été auprès des femmes et des familles qui sont issues de l'immigration parce que, bien sûr, on est dans une république, dans une nation où les droits et les devoirs sont identiques, sembleraient identiques pour tous, mais j'avais remarqué une nécessité d'accompagner cette catégorie socio-professionnelle issue de l'immigration dans les quartiers populaires. Mariam, vous les connaissez bien, les communautés africaines. Quand vous dites la Courneuve, vous dites tout de suite, j'ai côtoyé 110 nationalités qui viennent de toutes les parties du monde, africaines, asiatiques et même occidentales, parce qu'il faut le dire, il y a des communautés occidentales qui se sentent comme étrangères en France. Où est-ce que vous situez le plus les besoins d'accompagnement de la militante associative en direction de ces communautés? Si on revient d'abord sur la communauté ouest-africaine qui nous concerne, où est-ce que vous situez les besoins d'accompagnement, notamment, je pense à l'aide à la parentalité, des mamans africaines qui sont là, le besoin d'accompagnement des jeunes en rupture scolaire, qui pour la plupart sont issus de familles d'origine étrangère, notamment africaine. Où situer le plus les besoins d'accompagnement? Alors, les besoins d'accompagnement, je pense qu'au-delà d'avoir l'accès aux droits, c'est aussi d'aider ces familles avec leur culture d'origine à s'insérer, je ne dirais pas intégrer, parce qu'on s'insère dans une culture, dans une nation, pour pouvoir être au même niveau que les autres compatriotes. Donc il y a eu des successions de politiques de la ville, des belles choses, mais aussi il y a des choses moins bonnes en ce qui concerne l'oubli, en tout cas de l'application réelle, l'application effective de la mixité sociale. Quand on met sur un même territoire des personnes, quelles que soient, vous l'avez dit, leur origine, parce que quand je dis 110 nationalités différentes, vous avez bien raison de relever que ce n'est pas seulement africaine, c'est aussi venant de par le monde. Et ces personnes se retrouvant sur un espace, un territoire donné, avec des problématiques identiques, forcément, il y a des difficultés. Ces difficultés, nous essayons à travers des initiatives, des activités qui permettaient aux femmes de sortir de leur invisibilité sociale. Je parle de ça, vous avez parlé de la parentalité, vous avez parlé des difficultés rencontrées dans le parcours scolaire des jeunes issus de ces quartiers. C'est un vrai problème. Nous, l'accompagnement que nous faisons, c'est l'appropriation de la femme de son identité en tant que citoyenne. C'est sa citoyenneté qui va lui conférer tous ses droits. Aussi ses obligations de faire attention à ses enfants, de veiller à une éducation bienveillante, mais une éducation forte qui puisse, si vous voulez, qui n'est pas en contradiction avec les lois de la République, qui lui permettent, comme dit Amadou Hampâté-Bâ, que la beauté d'un tapis réside dans la diversité de ses couleurs. Donc cette nation, cette République, elle permet la possibilité à chacun de s'affirmer dans sa culture, dans la mesure où on respecte les lois républicaines. C'est ce que nous apportons aux femmes en leur expliquant que ce n'est pas tout
ou le contraire, c'est des choses qui peuvent être regardées ensemble, que nous pouvons construire ensemble une identité plurielle de la France, parce qu'elle s'impose. Elle s'impose si elle reste dans le cadre de la République. Et ça, je pense qu'on a réussi, à partir des actions concrètes, de permettre à des femmes de porter des débats citoyens dans des espaces, souvent pas forcément dans la langue dans un premier temps, pour leur permettre de bien comprendre, et ensuite à travers des ateliers de socialisation, à travers des ateliers d'apprentissage de la langue française, à travers des actions de découverte du patrimoine culturel historique de la France, de s'approprier de l'espace de la République qui appartient à nous tous. Si nous arrivons à construire notre identité plurielle sans aller en contradiction avec les lois et les textes de la République. Mariam, les États-Unis ont soldé les comptes avec leur histoire. Il est acté que les États-Unis sont un melting pot, c'est-à-dire un rassemblement de différentes origines, de différentes nationalités qui constituent les États-Unis. Aujourd'hui, dans le débat public en France, il est souvent pointé le communautarisme de certaines communautés, je me répète. Est-ce que vous pensez que le multiculturalisme qui est à court en France, avec l'apport bien sûr de différentes sociétés, de différentes communautés, de différentes nationalités, est soluble dans la République? Parce qu'on est dans un contexte quand même, on l'abordera tout à l'heure au cours de cette émission, dans un contexte chargé d'élections présidentielles où les idéologies sont affirmées et réaffirmées, à droite comme à gauche, aux extrêmes aussi, je n'oublie pas. Est-ce que vous pensez que ce multiculturalisme-là peut se fondre quand même dans la société, dans la République française? Moi, je crois que la nation, elle est prête. J'en veux pour preuve les jeunes qui vivent dans les quartiers populaires ensemble. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de malentendu ou de conflit entre ces jeunes. Je pense qu'il y a sans doute des considérations de jeux politiciens qui poussent les gens ou certaines catégories de personnes à penser que la nation ne peut pas être plurielle. Elle l'est déjà, la France, elle est plurielle. Quand on regarde la culture bretonne, la culture corse, la culture auvergnate, elle n'est pas en contradiction normande. Elle n'est pas en contradiction avec le reste. Donc la France, vous l'avez dit, les États-Unis se sont réconciliés avec l'histoire, avec cette question de multiculturalisme. Je pense que la France a tout à gagner également à accepter. Je dirais les Français sont d'accord, mais je pense que c'est plus compliqué pour ceux qui pensent représenter les intérêts de la France au nom de tous les Français, sans prendre en compte la diversité. L'histoire française s'est quand même construite sur des vagues d'immigration, qu'elles soient portugaises, espagnoles, maghrébines, Afrique noire ou subsaharienne, enfin on l'appelle comme on veut. Elle est une succession de rencontres. Et si toutes ces communautés, vous dites bien communautés, se sont intégrées, je ne vois pas en quoi aujourd'hui la question se pose. Moi qui fus médiatrice sociale pendant 10 ans sur un territoire de la Courneuve, je peux vous dire que la question fondamentale des Français, qu'ils soient en zone urbaine ou en zone rurale, ce n'est pas tant ce problème-là. C'est plus le problème de l'emploi. C'est plus le problème, si vous voulez, de pouvoir d'achat. C'est plus la possibilité de se loger. C'est plus la possibilité de croire à un rêve en commun qui peut être construit sans qu'on nous oppose les uns aux autres. Je pense que la question que vous me posez, c'est la place dans ce vote, ou en tout cas la voix de cette communauté, parce qu'il faut l'appeler comme telle. C'est comme ça qu'on nomme également une partie quand ça arrange les personnes.
c'est de dire cette communauté binationale affirmée, d'abord par rapport à ses pays d'origine, pour l'Afrique francophone, pour ne citer que cette partie de la communauté, elle a rendez-vous avec l'histoire. Elle a rendez-vous avec l'histoire, c'est de dire elle est partie prenante de l'histoire de la France, dans la construction de la nation française, qu'il s'agisse des tirailleurs sénégalais qui sont venus libérer, aux côtés des autres alliés, libérer la France. Que ce soit au moment où on importait, si vous voulez, vers la métropole des richesses, au moment où la métropole était occupée, oui, elle a été aux côtés de la France. Donc l'histoire de la France s'est construite avec ses apports. Je ne vous parlerai pas des travailleurs de Renault, je ne vous parlerai pas de ces milliers d'hommes et de femmes qui contribuent à l'économie, parce qu'on oublie de le dire, et notamment certaines parties de l'extrême qui oublient de dire l'apport de ces populations soi-disant issues de l'immigration. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas, gênée d'entendre que nous nous affirmions. Au contraire, il faut le faire. Il faut le faire pour qu'on entende. Mais les espaces médiatiques, vous conviendrez avec moi, si ce n'est pas vos espaces à vous, d'ailleurs je vous en remercie, ce n'est pas les espaces des médias publics ou des médias, des grands médias qui sont aussi connus comme les vôtres, qui nous donnent la parole. Je pense que souvent on parle à notre nom. Il y a un proverbe bambara qui dit qu'on ne peut pas raser le crâne de quelqu'un en son absence. Donc en mots et en bon français, on dira on ne peut pas faire le bonheur des gens en leur place. Donc cette partie de la France binationale affirmée en lien avec le pays d'origine ou le pays d'origine des parents continue d'être quand même le sens de notre engagement. Donc ça nous coûte énormément. Nous sommes engagés ici, nous sommes engagés dans les pays d'origine quand nous sommes nous-mêmes originaires du pays, et quand il s'agit, je n'aime pas trop cette expression, de la deuxième ou troisième génération. Elle est profondément française. À la limite, elle ne connaît pas très bien les cultures. Moi, je peux m'affirmer dans mes pays d'origine parce que j'ai la culture, je parle les langues, mais mes enfants n'ont rien à voir, si on peut dire. Mais quand ils ne trouvent pas leur place, parce que c'est ce qu'on a constaté, qu'ils ne trouvent pas leur place dans la nation, qu'on leur rappelle, vous l'avez dit, vers leur origine, évidemment, ils se tournent vers le pays d'origine de leurs parents. Je précise bien, vers le pays d'origine de leurs parents, qui n'est pas forcément leur pays. Ils n'entendent que par les histoires. Quelquefois, certains n'y ont jamais mis les pieds. Ou quand ils y vont, c'est 1 semaine, 2 semaines. Donc ces enfants qui sont laissés en marge de la société française, aujourd'hui, sont perdus. Et on se pose la question, si vous voulez, quelles sont les causes réelles de ce qui nous frappe aujourd'hui. On va chercher aussi loin. Je ne veux pas accabler les uns les autres, pas les parents, parce que on se passe la balle ou on se balance la patate chaude. La nation dit c'est les parents disent c'est l'école dit c'est les politiques, etc. Donc au final, ce sont les enfants qui en pâtissent. Vous vous rendez compte, monsieur, quand vous voyez que c'est aujourd'hui des enfants de cette nation qui se lèvent, qui ôtent la vie à d'autres enfants de la même nation, je pense qu'il est urgent que nous nous posons les vraies questions, que nous arrêtons de stigmatiser ou de diviser la nation. Je pense que la France, elle est belle, son histoire est belle. Nous avons des belles choses à construire ensemble, c'est d'aller vers la construction de cet avenir en commun qui ne se fera pas sans toutes les parties composantes de la nation. Mariam, vous m'en faites une belle transition. Ce sera l'occasion dans cette deuxième partie de notre émission d'aborder vraiment le contexte de l'élection présidentielle qui a lieu en France 23 avril, dans moins de 2 semaines maintenant, dans un peu plus de 10 jours. Nous y reviendrons. Amis auditeurs, je vous rappelle que je reçois aujourd'hui Mariam Thiam, militante panafricaniste, citoyenne africaine de l'Ouest, comme elle aime à se définir. Le prétexte de cette émission aussi, qui est enregistrée sur cette mythique place des Invalides à Paris,
le quartier des ministères et autres, c'est que vous sortez d'une audience en comité restreint auprès du ministre du Travail, Myriam El Khomri, connu comme étant le ministre de la Loi Travail. Cette audience qui portait sur un texte que vous jugez très important, c'est-à-dire une loi de vigilance économique qui un peu incite les entreprises, les compagnies du monde entier à avoir ce devoir de responsabilité dans la chaîne de production. Je rappelle quand même que le contexte de la naissance de cette initiative partait du drame du Rana Plaza au Bangladesh où plus de 3000 personnes sont mortes à la suite. 5000 personnes bien entendu sont décédées à la suite d'un drame, d'un incendie, d'un effondrement et qui fait qu'aujourd'hui les pays développés aimeraient pousser pour qu'il y ait cette loi de vigilance économique pour que les entreprises, les grandes entreprises aient un devoir de responsabilité dans la chaîne de production. Vous pensez que ça peut être bénéfique pour l'Afrique? Mais d'abord sur cette loi, pourquoi vous décidez de vous impliquer, de l'accompagner, cette initiative gouvernementale? Alors moi je pense que c'est une très très belle initiative aujourd'hui de Madame Myriam El Khomri, ministre de l'Emploi. Je pense que cette loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères, donneuses d'ordre, qui a été adoptée le 21 février dernier, donc c'est une loi récente. Cette loi, elle met à la charge des grands groupes, vous l'avez dit, l'obligation de mettre donc en œuvre un plan de vigilance qui permet d'identifier et de prévenir les risques d'atteinte grave aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes et à l'environnement. Donc vous voyez que cette loi touche à beaucoup de secteurs, au-delà de, si vous voulez, de la santé, du bien-être au travail, de l'environnement, de la sécurité des personnes. Elle embrasse beaucoup d'aspects des conditions de travail. Donc que ce soit porté par une femme, que ce soit porté par une ministre de la France, grand pays, je pense que c'est très important dans les échanges de voir qu'on a quand même un nombre important d'entreprises, de grandes entreprises qui sont concernées par cette loi de devoir de vigilance. Elle permet également de faire certainement ce qu'on espère, permettre aux autres pays d'adopter cette loi, des règlements nationaux qui puissent porter sur les mêmes conditions de travail. Parce qu'on dit que c'est ensemble qu'on peut faire changer le monde. Nelson Mandela le dit, qu'aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Je pense que c'est peut-être l'objectif visé par Madame la ministre, que nous soyons les soldates et les soldats pour défendre cette loi qui nous concerne tous et particulièrement les pays pour lesquels le droit du salarié, des travailleurs sont moins impliqués ou en tout cas sont moins respectés et ça permet d'imposer quelque part aux entreprises une prise de conscience sur les questions environnementales, sur les questions de droits humains, sur les questions de risques, sur les questions de sécurité, sur des questions de santé publique des salariés dans le cadre de leur entreprise. Donc, avoir une loi sur la chaîne de production permet de responsabiliser, si vous voulez, tous les intermédiaires du donneur d'ordre jusqu'au consommateur. Moi, je l'étends jusqu'au consommateur. Parce que le consommateur étant le citoyen en même temps, qui donne souvent mandat aux politiques de décider ou d'agir en son nom, est la première personne concernée également par cette loi. Elle en bénéficie, mais elle peut aussi en faire un lobbying pour s'approprier et aller vers l'exigence auprès des structures nationales, internationales,
Quand je dis international, je pense à l'OIT, je pense aux organisations aussi sous-régionales, aux organisations nationales, de manière à créer vraiment une force autour de cette loi qui nous protège tous. Mariam, cette loi, ça va être mon commentaire personnel aussi, c'est que si elle est adoptée par l'ensemble des pays, l'initiative, c'est vrai, elle partait du drame du Rana Plaza, mais elle aurait peut-être l'impact de pouvoir éviter le drame tout dernièrement du rail, notamment au Cameroun, avec ce rail qui est exploité par Bolloré, dans des conditions qui ne sont pas les conditions d'exploitation aux normes occidentales. Donc cette loi de devoir de vigilance, je pense, est très très importante pour les pays en voie de développement qui relèveraient un peu leur plateau technique, qui relèveraient les conditions d'exercice de beaucoup de métiers. Est-ce que quand même il n'y a pas de limite à penser que certains pays vont se dire, écoutez, nous, ça va nous coûter tellement d'investissement qu'on ne pourra pas s'aligner sur la concurrence. Est-ce que ce n'est pas une crainte que vous pouvez partager et qu'en définitive, ce sera certainement aux pays développés qui portent cette initiative d'aider à relever les plateaux techniques, les conditions de travail dans certains pays? Oui, je pense que ça peut poser, la question peut être posée, je pense qu'au moment de la loi, sans être une experte en la matière, parce que bon, je m'y intéresse, j'ai été associée, reconnue dans mon engagement, qui a permis que je participe aujourd'hui à cette rencontre. Je vais m'approprier de ce texte, mieux la comprendre et voir en quoi on peut l'exploiter. Évidemment, ici, ça a été un problème. Les entreprises, les grandes entreprises ont posé ces questions-là qui pourraient être posées également par d'autres entreprises. Vous avez parlé de Bolloré en Afrique avec l'accident dramatique des rails. Je pense à l'accident du Bangladesh où certainement il y a eu beaucoup plus de femmes et d'enfants qui ont été victimes. Il faut le signaler. Et donc une forte vraiment pensée pour ces personnes et ces familles. Mais c'est ensemble, comme je le disais, qu'on peut faire changer les choses. Je pense aussi que les chefs d'entreprise ne sont pas aussi des personnes qui peuvent être, je dirais, fermées à ces progrès, à ce devoir de vigilance, à cette responsabilité. Si elles n'acceptent pas, ces personnes, ces responsables, à ce moment-là, la loi, il peut y avoir des mesures coercitives qui peuvent être imposées par la loi. Parce qu'on sait la plupart que force doit revenir à la loi, que quelquefois aussi pour changer les choses, il faut une exigence, il faut une imposition de la loi qui permette l'application de ces textes. Et je pense que c'est important qu'il y ait d'abord une sensibilisation, parce que chaque citoyen sensibilisé est responsable. Quand vous avez l'information, vous êtes en mesure de vous défendre. Mais quand vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas. Donc ça permet à ce moment-là, dans l'information, la sensibilisation, de porter des actions qui permettent d'associer les différentes parties du monde qui sont intéressées ou impliquées par concernées par cette loi, de manière à former, comprendre et partager les objectifs qui ne sont pas contre les intérêts des entreprises, loin de là, parce que les entreprises produisent pour les consommateurs. Et donc, si les consommateurs sont bien protégés en santé, en environnement, en sécurité, c'est quelque chose d'important pour l'économie, parce que quand on est en santé, on travaille, on consomme. Donc je pense que les entreprises ont beaucoup à gagner, ne pas être fermées à cette loi, s'ouvrir, que ce soit co-construit ensemble entre les décideurs, les entreprises et les citoyens qui sont évidemment les consommateurs, comme je le dis. Mariam Thiam, on va consacrer ce dernier quart d'heure d'émission à l'élection présidentielle en France. Nous sommes encore sur cette place mythique de la place des Invalides qui est quand même chargée d'histoire. Alors, on peut même remarquer qu'un peu partout, il y a un jalonnement de forces de sécurité qui témoigne de la présidence d'un hôte de marque en France. Le président Alpha Condé de Guinée est en visite d'État de quelques jours en France. Je crois savoir d'ailleurs que ce sera le dernier visite d'État d'un chef d'État étranger sous François Hollande qui finit son mandat dans quelques jours. Mariam, alors je ne vais pas vous demander pour qui balance votre cœur,
On connaît le positionnement souvent des Africains. Essentiellement, ils sont de gauche, même si dernièrement, quand même, de grandes figures de la diaspora, on pense à Ramayad, se sont positionnés à droite. Elle a même tenté d'être candidate à cette élection présidentielle, mais qu'elle n'a pas pu réunir les parrainages. On y reviendra, bien sûr. Mariam, cette élection, est-ce que vous sentez que les Africains, d'origine bien entendu, mais qui ont le droit de vote parce qu'ils sont des binationaux, sont assez impliqués, éclairés et se sentent concernés dans votre parcours de militant? Le sentez-vous? Alors, ils sont concernés, ils sont impliqués, mais ils sont inaudibles. Inaudibles parce que les espaces, on ne les voit pas assez dans le débat. Je le dis encore une fois, ils ne sont pas dans l'espace, on ne les voit pas, mais ils agissent. Ils agissent sur les territoires des hommes et des femmes comme moi, comme d'autres. Nous sommes sur le terrain de l'engagement citoyen, politique, économique, partie prenante de cet enjeu qui sont les élections présidentielles prochaines. Oui. Alors, Mariam, je posais la question s'ils sont impliqués. Bien sûr, il y a des Africains dans les états-majors, notamment En Marche d'Emmanuel Macron. Le Parti socialiste a une longue tradition avec les Africains. Dans l'état-major du Parti socialiste, il y a beaucoup d'Africains. Chez Alain Juppé, vous voyez que je m'y perds. Chez François Fillon plutôt. François Fillon aussi a ses Africains. On disait d'ailleurs que dans une de nos chroniques sur notre antenne, que l'Afrique a donné un peu le tournis aux candidats à cette élection présidentielle. Je vous explique. Marine Le Pen a cherché à se donner cette stature internationale pour visiter un pays africain. Elle n'a trouvé de point de chute que le Tchad, où finalement même l'opposition ne voulait pas d'elle compte tenu de ce qu'elle représente en termes de politique hostile envers les Africains. François Fillon a été la victime du plus africain des Français, notamment l'homme d'affaires Bourgi qui lui a fait ses costumes qui ont été l'objet du scandale qu'il a été obligé de rendre à son bienfaiteur. Benoît Hamon a bien voulu visiter un pays africain pour parfaire sa stature internationale pour des raisons de politique interne au Sénégal liées à l'affaire Khalifa Sall. Finalement, il a déprogrammé cette visite du Sénégal à Dakar. C'est vous dire donc que les candidats les uns les autres cherchent à se positionner sur l'Afrique. Vous disiez tout à l'heure que ces Africains de France ne sont pas audibles. Alors, on voit que les candidats cherchent à se faire entendre en Afrique, mais ces Africains qui sont en France ne sont pas audibles. Comment faire? Est-ce qu'il faut les faire se rencontrer ici? Ou vous pensez que cette recherche de la stature internationale est juste un trompe-l'œil pour parfaire une image de président impliqué un peu partout en Afrique? Est-ce que c'est vraiment du réel? Vous savez, il y a un adage qui dit que la nature a horreur du vide. Donc quand il y a le vide, bien entendu, c'est occupé par d'autres. Si Madame Marine Le Pen a cherché à avoir une stature internationale et particulièrement à rencontrer les pays africains, pour moi, dans la mesure où, en tant que militante, qui souhaite la diversité des opinions pour permettre aux citoyens de choisir, c'est important dans la mesure où le Front National n'est pas interdit en France, que c'est un parti politique reconnu. La preuve, la candidate est, d'après tous les sondages, déjà gagnante du premier tour déjà. Donc pour moi, qu'elle soit reçue en Afrique, je le dis en toute simplicité, sans parti pris, c'est normal. La nature ayant horreur du vide. Vous l'avez dit dans votre question, dans vos propos, que les Africains sont majoritairement de gauche. Ça, c'est une tradition. Au moment des luttes pour les indépendances, ce sont les partis progressistes qui ont accompagné les luttes pour les indépendances. Et je pense que les forces progressistes se sont endormies sur leurs acquis et n'ont pas su continuer à
porter en tout cas cette alliance et ce combat de fraternité et, pour l'acquisition de nouvelles avancées sociales et autres. Donc ça a compliqué et ça a laissé le vide à d'autres. Et vous avez parlé de la question de Ramayad, notre sœur, qui avait souhaité être candidate, faute de parrainage, n'a pas pu être candidate. C'est aussi avec le positionnement de la diaspora à droite. Moi, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, la diversité, toujours pour revenir à Amadou Ampateba, d'un tapis réside dans la diversité de ses couleurs. Et donc, c'est important aussi que les avis et les opinions politiques puissent être partagées et s'exprimer. Ce que je regrette profondément, vous l'avez dit, les visites qui n'ont pas pu avoir lieu pour le candidat Benoît Hamon, c'est aussi le fait qu'on attende au moment des élections présidentielles pour la plupart, pour penser à l'Afrique, pour penser. Alors il faudra vérifier les termes, mais il paraîtrait en 2030 ou 2050, 80% de populations qui parleront la langue française seront des Africains. Et donc, c'est vous dire à quel point l'espace francophone, historiquement, politiquement et économiquement, et l'espace français sont intimement liés. C'est dire, je le regrette, parce que nous qui sommes de la diaspora, je reviens encore à nous, nous sommes, je le dis souvent, les ambassadeurs de la France ou de nos pays d'origine en France ou de la France dans nos pays d'origine sans en avoir les privilèges. Nous ne sommes pas appelés les excellences, mais nous faisons des travaux de diplomatie et d'excellence. Donc c'est bien dommage qu'on ne s'appuie pas sur les connaissances de ces diasporas ou de ces Français d'origine africaine qui sont aujourd'hui pas avec l'esprit qu'on a toujours pensé, qui sont les travailleurs de renom, pour qui j'ai énormément de respect, mais aujourd'hui qui ont des enfants qui sont des cadres, des chefs de service, des chefs d'entreprise, des grands journalistes et autres, et qu'on ne puisse pas les entendre. Et en ça, je pose la question de la représentation des Français d'origine africaine. Et la question se pose énormément et pressamment dans ces enjeux d'élection présidentielle. Dans cette élection, on a moins parlé de communautés africaines, on a moins stigmatisé les Africains dans leur vie de tous les jours en France. Il fut des temps, notamment, je me rappelle de l'élection présidentielle en 2012, où quand même le candidat Nicolas Sarkozy avait beaucoup focalisé sur les communautés étrangères. Cette année, on a moins parlé des communautés, mais on a beaucoup stigmatisé les communautés religieuses, notamment l'islam, et ce débat qui aujourd'hui ne peut pas être occulté sur l'islamisme, sur le terrorisme. Finalement, on n'a pas l'impression que ça relève le débat politique en France. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut regretter, de ne pas aller au fond de certaines questions qui paraissent quand même essentielles à la vie dans la République française, notamment des questions sur l'emploi, des questions sur l'économie, la précarité, plutôt que de se focaliser, sur les affaires. Chaque candidat a sa petite affaire qu'il cache. Il faudrait que le canard enchaîné sorte les cafards des tiroirs. Et puis, voilà, si ce n'est pas ça, c'est Marine Le Pen ou un autre candidat de la droite qui focalise sur, qui cristallise les rancœurs sur les communautés religieuses. Est-ce que c'est des choses qu'on peut déplorer quand même dans cette campagne électorale? Oui, on peut déplorer et on doit le déplorer. Parce que pour moi, c'est en tant que militante citoyenne, c'est l'arbre qui a caché la forêt. Et pendant qu'on parle de ces affaires, pendant qu'on parle des questions de religion, on oublie de parler que dans les territoires populaires, en zone urbaine ou rurale, la jeunesse, le taux de chômage de la jeunesse est le plus élevé. Plus de 25% en moyenne. C'est vous dire que la question de l'emploi, d'ailleurs dans les sondages, c'est ce qui ressort le plus. La question de l'emploi, la question du logement, la question de l'accès à la santé.
Ça, ce sont des choses qui, malheureusement, n'ont pas été, vous l'avez dit, ont été occultées parce qu'on a laissé la place aux affaires, on a laissé la place au débat sur l'identité religieuse ou l'islamisme, le terrorisme, qui sont des sujets à évoquer, à débattre, à chercher des solutions. Mais je pense que les solutions sont aussi dans les réponses que les politiques auront à donner à la question de l'emploi, à la question de l'intégration sociale des populations issus de l'immigration, qui sont quand même une force vive de la nation française. L'économie ne se construit pas aussi sans ces hommes et ces femmes qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui ne sont pas tous bénéficiaires du RSA ou des allocations ou des minima sociaux comme on veut bien le croire. Et donc c'est important que le curseur soit déplacé. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Vous comprenez que d'ailleurs, ça peut être une des raisons parce que les personnes en zone rurale, les agriculteurs ne se sentent pas entendus. C'est pour cela qu'il y a un taux élevé des personnes. On ne parle pas d'abstention, mais on parle d'indécision. Donc les gens ne sont pas encore décidés vers qui ils vont donner leur voix. Vous êtes militante africaine, panafricaniste convaincue. Vous êtes aussi citoyenne d'Afrique de l'Ouest. Et quand je dis ça, je dis zone UEMOA. Vous savez qu'il y a un débat qui a cours autour du franc CFA, de l'émancipation de cette communauté financière africaine vis-à-vis de l'euro qui garantit encore, vis-à-vis de la France qui garantit encore cette monnaie. Ce débat qui a cours, c'est pour forger sa propre monnaie et arrêter avec le franc CFA. J'interpelle la militante panafricaniste, la militante d'Afrique de l'Ouest. Comment vous positionnez-vous dans ce débat? Alors, vous savez bien que ce débat est très complexe. On le réserve certainement aux spécialistes pour les questions économiques. Mais en tant que citoyenne, vous l'avez dit, donc mon binationalisme, je l'assume pleinement et fortement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me bats pour une relation équitable, une relation juste, une relation respectueuse de la France et de ses anciennes colonies, et notamment cet espace de l'UMOA. Donc si nous arrivons à regarder dans la même direction, à préserver les intérêts de ces zones de franc CFA, de l'UMOA et de la France, je pense que nous pourrons faire un chemin. Nous ne sommes pas des ennemis, mais nous sommes des partenaires dans ce sens-là. Et ce partenariat, il doit être profitable aux deux populations, c'est-à-dire aux populations de la zone UMOA et aux populations de la France. Je pense que nous avons tout à gagner parce qu'aujourd'hui, il y a une réorganisation de la géostratégie. Vous le voyez avec les pays émergents, vous le voyez avec la montée aussi des nationalismes ou de l'extrémisme ou du populisme, on l'appelle comme on veut, mais tout étant, ce n'est pas pour défendre les citoyens, c'est plus pour défendre certains intérêts. Donc si nous avons compris ça, je pense que c'est aussi aux responsables des pays de la zone UMOA qui n'ont aucun complexe à avoir avec les autres partenaires de la France. La plupart, ils ont même fait des études ensemble dans les mêmes universités, ici ou ailleurs. Donc je ne vois pas en quoi ils ne sont pas capables de mettre sur la table des projets d'échange professionnels, techniques, avantageux pour les deux zones. Je dis bien les deux zones, c'est pour dire, parce que c'est aberrant de voir que le franc français n'existe plus, que le franc CFA soit arrimé au franc français qui est même n'existant pas est évidemment converti ou arrimé à l'euro. Donc pour moi, sans être experte en la matière, c'est de dire il est important de poser le débat et que ces dirigeants aussi de la zone UMOA aient l'audace et le courage
qui ne va pas à l'encontre des intérêts aussi de la France, qui est un partenaire légendaire, qui est un partenaire, on peut dire ce qu'on veut, en bien ou en mal, privilégié. On est déjà, ne serait-ce par le partage de la langue, la francophonie. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de marcher côte à côte, mais de ne pas marcher un devant, l'autre derrière. Je sais que vous êtes connecté avec vos deux pays. Quand je dis vos deux pays, c'est le Sénégal, c'est le Mali. Mais je sais que vous traversez les frontières, vous êtes connecté Tchad, vous êtes connecté, militante vraiment citoyenne Afrique de l'Ouest. Quel regard aujourd'hui, et on va terminer sur ce sujet-là, quel regard quand même vous posez sur cette Afrique, votre Afrique, sur vos pays, sur l'état de la démocratie, sur les avancées sociales? Vous êtes certainement au courant du débat politique qui a cours au Sénégal. Le Mali va bientôt aller à des élections. Tout le monde n'est pas satisfait forcément du président Ibeka qui est arrivé au pouvoir à la suite quand même de moult péripéties. Et vous avez évoqué votre parcours tout à l'heure dans le combat pour l'émancipation du Mali contre le régime du général Moussa Traoré. Certainement qu'on n'aimerait pas retourner à des arriérations pareilles. Quel regard aujourd'hui vous portez quand même sur l'état de la démocratie dans vos deux pays, principalement le Sénégal, le Mali? Alors, c'est vrai qu'il y a eu, comme on dit, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, que nous ne sommes plus très très jeunes. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons que nous avons aujourd'hui, que j'ai en tout cas principalement, de me positionner dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat qui est un rêve aussi, un engagement toujours citoyen, pour pouvoir répondre à des besoins, mais en termes d'interculturel. Donc je suis dans une nouvelle dynamique qui me permet aujourd'hui d'avoir ce regard, de dire c'est très important que nos pays, et notamment le Sénégal, le Mali, et je dirais globalement, parce que je suis vous l'avez dit, une panafricaniste, une panafricaine, une franco-panafricaine, ça fera beaucoup de titres ou d'appartenance, mais je les assume toutes parce que depuis 25 ans, c'est sur ça que je travaille, l'interculturel, qui me vaut aujourd'hui de mettre au service des institutions, des entreprises privées, mon expérience du terrain, modestement, pour contribuer au changement. L'Afrique, tout le monde a l'œil tourné vers l'Afrique aujourd'hui. Tout le monde dit, aujourd'hui, les grands pays, les grandes entreprises disent le jeu, c'est là-bas, c'est en Afrique, c'est là-bas que ça se passe. Je rêve que nous-mêmes, en tant qu'Africains ou Franco-Africains, que nous puissions nous approprier de ce changement, des paradigmes qui s'imposent, qui est présent pour l'amélioration des conditions de vie. Ça commence d'abord par la place des femmes, qui éduque une femme, éduque une nation. Donc c'est l'accès des filles à l'école, c'est la question de la citoyenneté, c'est la protection de nos jeunesses en termes de création d'emplois pour les empêcher de les voir aller mourir dans le désert ou dans les bras de mer. Vous l'avez dit, nous, quand nous nous battions dans les années 88, 91 au Mali, 88 au Sénégal, c'était pour des aspirations d'amélioration des conditions de vie, de l'accès à une certaine alternance démocratique. Mais ce que je regrette aujourd'hui, parce que comme disent les Peuls, nos différents pays africains sont 6 et 9. Quand vous renversez l'un, devient l'autre. C'est juste vous dire que les situations se ressemblent fortement. Fortement, et je le dis avec beaucoup d'émotion, qu'on a pensé que l'organisation de la démocratie s'arrêtait à l'organisation des élections. Si je vous prends un exemple, pour le Mali, 188 partis politiques à peu près, alors qu'un parti a gouverné pendant 23 ans, le parti unique, que nous avons combattu. C'est ce que je dis. Est-ce que vous croyez qu'on a 188 partis politiques qui ont un projet pour le Mali? Non.
Donc il faut que les hommes politiques, les personnes engagées, nous soyons responsables, que nous pensions au devenir de notre nation, que chacun gère le pays comme un chef de famille ou une chef de famille. Là, je suis rattrapée par mon engagement d'égalité auprès des femmes. C'est pour ça que je féminise un tout petit peu l'expression, donc chef de famille, parce que voilà, chef de famille avec 2 FE, et que nous devons vraiment nous soucier du devenir. Moi, il m'arrive de ne pas dormir quand je pense à des enfants issus de l'Afrique subsaharienne qui doivent traverser les mers, qui traversent le désert au péril de leur vie. Je me dis, si j'étais une femme politique qui avait la décision, je ne sais pas comment je pourrais agir pour influer sur le devenir. Je le fais déjà, je ne suis pas là, les bras croisés. Je suis une citoyenne de terrain. Mais encore, il faut qu'on nous écoute. Il faut que nous soyons associés aux décisions. Il y a des milliers de personnes comme moi, des hommes et des femmes, de l'intérieur comme de l'extérieur, donc de la diaspora ou dans le pays, des nationaux, de l'intérieur, qui peuvent apporter, mais ils sont également inaudibles. Donc notre combat, ici en France, comme dans nos pays d'origine, reste le même. Nous sommes, je l'ai dit, à l'arrivée du président Kagame, ici en 2011, quand j'ai eu l'honneur de lui poser cette question, j'ai dit que nous, les diasporas, nous sommes comme des oiseaux qui ne savent pas sur quelle branche se poser. Et je crois que nos enfants le sont encore plus, qui meurent également en se mettant des bombes autour de la taille pour se faire exploser. Vous comprenez un peu ma frustration, quelquefois ma tristesse, de dire est-ce que nous avons combattu autant? Ce n'est pas l'aspiration de la quête du pouvoir, sans quoi j'aurais fait des mandats électifs, j'aurais cherché à avoir des mandats électifs. Non, je me dis nous ne pouvons pas tous faire les mêmes choses, mais nous pouvons nous compléter dans nos actions. Et c'est ce que j'ai envie de dire. Si j'avais l'occasion de parler à nos décideurs politiques, de dire pensons à nos enfants, pensons à la jeunesse de l'Afrique, à la jeunesse du monde tout court. C'est celle qui a besoin de rêves, c'est celle qui va porter nos rêves également. Merci. Mariam Thiam, on va rester sur cette note d'espoir pour l'Afrique, pour les Africains. Je vous remercie vraiment d'avoir répondu à l'invitation de Sud FM en partenariat avec Halima.com pour cette émission Parole à la diaspora qui donne la parole aux Africains de l'extérieur, qu'ils soient en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, un peu partout et même en Afrique. Parce qu'on l'oublie souvent, la diaspora africaine est très présente. Il y a une forte immigration des Africains dans d'autres pays d'Afrique. Malheureusement, dans certains pays, les conditions se sont beaucoup dégradées à cause des guerres, des conflits. Je pense à la Libye, je pense aussi à l'immigration au Gabon, qui n'est plus ce qu'elle était. Mais en tous les cas, les Africains s'impliquent, s'engagent. Et en France, on est dans un contexte d'élection présidentielle et la voix des Africains se fera certainement entendre à travers cette tribune, mais à travers d'autres tribunes aussi. Et des Africains sont impliqués et font leur maximum, sont dans les cercles de décision. Je pense à certaines personnes que je ne nommerai pas ici, mais qui sont dans des instances de décision et qui ne manqueront pas de porter la voix de l'Afrique. En tout cas, Mariam, j'ai été très heureux de vous recevoir. Je connais votre engagement, je connais votre militantisme, je connais votre parcours et je peux en témoigner. Nous sommes ici sur cette place des Invalides qui est chargée d'histoire, qui est chargée de beaucoup de choses dont la France peut témoigner sur l'histoire universelle. Et vous sortez d'une audience aussi avec la ministre du Travail, Myriam El Khomri, dans cette initiative de loi de vigilance économique qui est quand même une très bonne loi à porter et qui sera très bénéfique pour les peuples d'Afrique et des entreprises du monde entier. Myriam, j'ai eu un réel plaisir à vous recevoir. Merci d'avoir été mon invité. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Amis auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Parole à la diaspora. Merci à vous. Nouvelle émission. Émission Boubès. La diaspora reprend la parole sur Sud FM. Tous les samedis de 19h à 20h, place à la diaspora.
Abdoulaye Cissé déroule avec nos compatriotes de l'étranger qui s'illustrent chacun dans son domaine. Leader d'opinion, Intellectuel, artiste, homme politique, mouvement associatif basé à l'étranger, vous retrouverez votre place sur Sud FM. Place à la diaspora, fait aujourd'hui dans la diversité en accueillant une femme leader en France, Maria Macham, médiatrice socio-culturelle et militante panafricaine, reconnue. Maria Macham, qui se définit comme une citoyenne de l'Afrique de l'Ouest et sénégalaise d'origine malienne d'adoption et aujourd'hui française de cœur. Elle sortait d'une consultation en comité restreint auprès de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, pour la promotion de la loi de la vigilance économique, le combat pour l'émancipation des femmes de la diaspora, l'aide à la parentalité, le projet des États-Unis d'Afrique et surtout les Africains et l'élection présidentielle française. Puis passe dans cette interview, Mariam Thiam se confie à notre correspondant Abdoulaye Cissé. c'est tous les samedis de 19h à 20h sur Sud FM, Place à la diaspora, une émission présentée par Abdoulaye Cissé. Place à la diaspora, une nouvelle émission que vous propose Sud FM Sen Radio tous les samedis de 19h à 20h.